Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi, 18e jour de guerre au Moyen-Orient. Aucun signe d'accalmie. Beyrouth et Téhéran ont à nouveau été visés par des frappes américano-israéliennes d'un côté, israéliennes de l'autre. Au Liban, le nombre de déplacés a dépassé la barre du million. On y reviendra dans le détail avec nos envoyés spéciaux dans le journal de 11 h. Et puis les gardiens de la révolution iranienne continuent de riposter et de viser les pays alliés des États-Unis dans la région. Il y a eu plusieurs explosions à Dubaï, au Qatar. L'ambassade américaine à Bagdad, en Irak, a été visée par des drones et des roquettes. Et c'est en Irak que nous allons poser les valises de Parlons-en pendant les 45 minutes qui viennent. L'Irak et ses 1500 km de frontières communes avec l'Iran, qui ne connaît que trop le prix de la guerre et qui semble se retrouver aspiré presque malgré lui par le conflit. Et voilà que l'inquiétude gronde pour cet État fragile qui cherche toujours à trouver son chemin entre la pression de Washington, l'influence de Téhéran. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Robin Beaumont, Marie-Charlotte Roupi qui était à Erbil pour Parlons-en. Et on sera rejoint tout à l'heure par Adel Bakawan. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Robin Beaumont. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Irak au cercle de réflexion Noria. Merci de participer à cette discussion et de prendre le temps de bien expliquer les enjeux pour l'Irak dans cette guerre qui sont complexes. Bonjour à vous, Marie-Charlotte Roupi. Bonjour. Vous êtes la correspondante de la rédaction de France 24 en Irak et vous êtes à Erbil. Marie-Charlotte, la nuit que vous venez de passer à Erbil a été très intense. Il y a eu des frappes? Alors, il y a eu plusieurs interceptions de drones au-dessus de la ville, notamment en début de soirée. Mais l'attention a été beaucoup plus concentrée autour de Bagdad comparée aux jours précédents. La situation a été... je dirais pas complètement calme à Erbil, mais plus calme que d'autres jours auparavant. Effectivement, là, on peut voir sur les images, la situation à Bagdad était beaucoup plus tendue. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur l'ambassade américaine avec des interceptions. Et puis, il y a eu aussi une frappe aérienne qui a ciblé une maison dans un quartier de Bagdad proche de la zone verte, une maison qui abriterait des représentants des membres d'une faction armée proche de l'Iran. Mais donc, pour revenir à votre question, à Erbil, il y a aussi eu des interceptions et cela est assez récurrent depuis le début du conflit. Et on va découvrir tout de suite les images, notamment de Bagdad que vous évoquiez à l'instant, où l'ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne a été prise pour cible 2 fois à quelques heures d'intervalle. Et donc, en réponse, des groupes pro-Iran basés en Irak qui ont été visés. Il y a au moins 4 morts. Images commentées par Nina Masson. Ce mardi à l'aube, le ciel de Bagdad à nouveau déchiré par des explosions. Dans la nuit, l'ambassade des États-Unis a été visée par une attaque de drones et de roquettes. La plupart ont été interceptés par la défense antiaérienne. Quelques heures plus tard, des tirs de missiles ont cette fois ciblé une maison à Bagdad. Bilan, plusieurs morts, dont 2 conseillers iraniens pro-Téhéran, selon un responsable sécuritaire. Dans les rues, la peur s'installe durablement. La population irakienne est inquiète. Pour la sécurité, bien sûr, mais aussi pour l'économie. Il y a des attaques contre les bases militaires et maintenant on craint de ne plus être payé dans les mois à venir à cause des difficultés à exporter le pétrole. Et pour cause, lundi soir, l'or noir était encore ciblé. Le champ pétrolier de Majnoun dans le sud, déjà frappé vendredi et déjà à l'arrêt, a de nouveau été visé par des drones. Aucun dégât majeur selon les autorités, mais la pression monte. Le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani dénonce une menace directe contre la stabilité du pays. Nos services de sécurité traqueront les auteurs de ces actes pour les traduire immédiatement en justice. Ces actes criminels ont de graves répercussions sur notre pays et sapent les efforts du gouvernement en matière de reconstruction et de prospérité. Prise en étau, l'Irak bascule à nouveau dans une guerre qu'elle voulait à tout prix éviter. Plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie dans le pays depuis le début de la guerre, le 28 février.
Robin Beaumont, on entendait à l'instant ces propos du dirigeant irakien qui parle de menaces directes contre la sécurité de l'Irak. Il y a eu ces frappes ces dernières heures à Bagdad, ou tentatives de frappe contre l'ambassade américaine. Il y a eu aussi l'aéroport de Bagdad qui a été visé dernièrement. Jusqu'ici, comment est-ce que l'Irak a répondu ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que, en fait, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que ces dernières années, l'Irak était parvenu à se maintenir hors de la carte des crises dans la région, pour plusieurs raisons, y compris depuis le 7 octobre et y compris pendant la guerre des 12 jours. C'était assez étonnant dans la mesure où un certain nombre de groupes armés chiites en Irak font partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, sont la composante irakienne de l'axe de la résistance, et se sont tenus à une distance relative de la régionalisation des guerres qui ont suivi le 7 octobre, pour plusieurs raisons, et avant tout parce qu'ils étaient très conscients de la dimension asymétrique du conflit. Ils ont été très refroidis par le sort du secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, qui avait été tué, et aussi parce que, et c'est le plus important, parce que beaucoup de ces groupes ont des intérêts politiques, se sont ancrés dans la vie et le paysage politique irakien, et n'étaient pas du tout prêts à perdre tous les gains politiques de ces dernières années ou de ces dernières décennies. Tout ça a changé avec l'évolution de la stratégie iranienne il y a maintenant 2 semaines dans cette séquence de la guerre. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus mobilisés et l'Irak est à nouveau sur la carte des crises. Je fais un point technique pour la régie. Je n'ai plus d'oreillette. Si quelqu'un pouvait venir m'aider à retrouver mon oreillette, ça pourrait m'aider à poursuivre cette émission. C'est important de prendre le temps de comprendre effectivement ce qu'il se passe en Irak aujourd'hui. Marie-Charlotte Roupy, Robin Beaumont l'a expliqué à l'instant. Ce qui est peut-être compliqué à comprendre, c'est que certaines des attaques contre les intérêts occidentaux aujourd'hui en Irak sont menées depuis l'Irak, par des groupes irakiens parrainés par l'Iran, qui frappent donc le territoire irakien. Marie-Charlotte ? Oui, tous les jours, depuis le début du conflit, il y a des communiqués, des revendications de ces attaques sur les intérêts majoritairement américains dans le pays. Mais on a pu voir aussi des attaques contre des intérêts des pays du Golfe, notamment ici à Erbil, où le consulat des Émirats arabes unis a été ciblé à 2 reprises depuis le début du conflit. Et ces revendications, elles expliquent en tout cas leur motivation, notamment par la volonté de venger dès le début du conflit. Il y avait cette volonté de venger la mort de l'ayatollah Ali Khamenei en Iran. Et au fur et à mesure, on voit que les justifications de ces attaques, de ces factions armées irakiennes proches de l'Iran sur les intérêts occidentaux aussi, mais américains principalement, s'alimentent par la poursuite des opérations américaines et par, notamment, on a pu le voir dans le cas d'une attaque contre l'armée française il y a quelques jours, par la mobilisation ou la potentielle mobilisation de certains États ou implication de certains États dans le conflit, alors qu'ils restaient jusqu'alors à distance. Oui, Marie-Charlotte, on peut préciser un petit peu plus en plateau. Je vous salue, Adel Bakawan, bonjour. Merci beaucoup de prendre cette discussion en cours de route. Spécialiste de l'Irak, directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Je signale votre dernier ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, aux éditions Talendier. On a à cœur dans cette émission d'essayer d'expliquer aux téléspectateurs qui, à juste titre, considèrent peut-être cette région du monde et l'Irak plus précisément comme un endroit compliqué. Et on prend le temps ce matin de comprendre bien les enjeux. On expliquait que l'Irak, dont on connaît la présence de l'influence iranienne, bien sûr se retrouve prise en étau aujourd'hui dans une guerre que l'État irakien en tout cas n'a pas choisie et comme aspiré par un conflit. Il s'était tenu à l'écart de la guerre qui a éclaté après le 7 octobre. Ces groupes armés pro-iraniens qui font beaucoup de dégâts en Irak aujourd'hui. On peut évoquer ce groupe armé Achaf
Al-Kaf qui a menacé de s'en prendre aux intérêts français en Irak et au Moyen-Orient au moment où un soldat français a été tué la semaine dernière dans la région d'Erbil où se trouve Marie-Charlotte Roupi. On sait que des intérêts italiens aussi ont été visés. Qui sont ces groupes ? C'est une myriade de groupes en réalité. Et quelle guerre mène-t-il aujourd'hui ? Écoutez, vous avez bien commencé avec l'État irakien, parce que cet État, le gouvernement irakien fait tout pour ne pas entrer dans cette guerre. Et il a parfaitement réussi pendant la guerre des 12 jours. Pendant la guerre des 12 jours, au moment où tout le monde est entré dans cette guerre, au moment où les groupes miliciens voulaient entrer dans cette guerre, mais le Premier ministre irakien, Mohammad Shia Soudani, a parfaitement réussi à la fois convaincre la République islamique d'Iran, les organisations miliciennes, mais aussi les États-Unis d'Amérique pour protéger l'Irak à ne pas glisser dans cette guerre. Mais maintenant, cette fois, c'est un peu différent. Je suis désolé. Vous avez vous aussi décidément dans les problèmes d'oreillettes maintenant. Voilà. Et cette fois, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a 80 organisations miliciennes. L'Irak n'est pas comme le Liban, n'est pas comme le Yémen. Au Yémen, nous avons juste un groupe, les Houthis, très très puissants. Au Liban, on a juste le Hezbollah qui monopole le champ milicien. En Irak, au moins, nous avons 80 organisations. Et dans les 80 organisations, ils ne sont pas tous homogènes. Ils n'ont pas la même stratégie. Il y a au moins trois cercles. Le grand cercle, il s'appelle le Hashd al-Shabi, c'est-à-dire les unités de la mobilisation populaire. Cette plateforme-là, officiellement parlant, dépend directement de l'autorité du Premier ministre. Dans cette plateforme, il y a la totalité des 80 organisations miliciennes. Mais les gardiens de la révolution, à l'intérieur de Hashd al-Shabi, ont créé un deuxième cercle. Dans le deuxième cercle, il s'appelle l'axe de la résistance. Dans l'axe de la résistance, nous avons recensé à peu près 13 groupes. 12 à 13 groupes. Et depuis le 7 octobre, il y a un troisième cercle. Le troisième cercle, il s'appelle Jabhat al-Muqawama al-Islamiyya, c'est-à-dire le front de la résistance, pas l'axe. Et dans le front de la résistance, les Pasdaran ont choisi uniquement 4 groupes. Aujourd'hui, tout ce qu'on observe, par exemple, les attaques contre un champ pétrolier hier soir, contre l'ambassade américaine, contre l'aéroport d'Erbil, contre le champ gazier de Kormor, etc., etc. Ça, c'est les 4 groupes. C'est ces 4 groupes-là. Mais le Premier ministre, d'une manière pragmatique, a toujours maintenu le dialogue avec ces groupes-là. Je vous donne un exemple. Lorsque Ashab al-Kahf, qui attaque la France, Ashab al-Kahf, pour rappel, n'existe pas. C'est un groupe vitrine. En réalité, ça n'existe pas. Oui, voilà, c'est le Hezbollah. Ce sont les Kataïb du Hezbollah. Les Kataïb du Hezbollah, depuis 2019, ils ont créé 4 vitrines. À chaque fois, le Hezbollah organise, commet, conduit une opération. Et c'est une des 4 vitrines qui revendique. Et donc, lorsque le président de la République appelle le Premier ministre irakien, Mohammad Shia Soudani, parce que le président avait le choix, ou bien attaquer directement les Kataïb à Djurfoussar, c'est-à-dire la province Babylone, ou bien retirer les troupes françaises comme les Italiens, ou bien négocier directement avec le Premier ministre. Ce qu'il a fait, le président, et Mohammad Shia Soudani a pris son téléphone par ses billets, communication avec le groupe. Il a convaincu le groupe de cesser d'attaquer l'intérêt de la France. Autrement dit, la situation n'est pas totalement hors contrôle. Il y a un certain contrôle sur ce qu'ils font. Pourquoi, pour qu'on comprenne bien à nouveau, Robin Beaumont, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Irak et ses groupes armés pro-iraniens en Irak sont des maillons essentiels de la survie à la fois politique et économique de la République islamique d'Iran ? C'est la composante irakienne de l'axe de la résistance est à peu près la seule qui n'avait pas été mobilisée ces dernières années et donc qui a réussi à maintenir en partie en grande partie ses capacités et elle est intégrée à la nouvelle stratégie iranienne qui depuis 2 semaines a complètement pris le contre-pied de sa stratégie de la guerre des 12 jours. Pendant la guerre des 12 jours, la stratégie iranienne consistait à répondre au coup par coup en essayant d'éviter l'escalade et d'éviter que le régime soit menacé existentiellement. Depuis 2 semaines, ce qu'on voit, c'est une nouvelle stratégie qui consiste à régionaliser immédiatement le conflit et par palier. C'est-à-dire, ça a commencé avec l'attaque d'intérêts américains dans la région, mobilisation de Hezbollah libanais, mobilisation aujourd'hui de groupes armés en Irak, demain peut-être des Houthis au Yémen. Et donc,
Ce qu'il faut comprendre, et pour compléter ce que disait Adel, mon collègue, à l'instant, c'est que ces groupes-là ont une dimension non officielle, qu'on appelle la résistance islamique en Irak, qui agit hors du cadre de l'État irakien, et une dimension officielle, qu'on appelle la mobilisation populaire. C'est là que c'est compliqué. Alors, on peut y passer 2 heures, je vais essayer de ne pas faire baisser votre audimat. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces groupes-là, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas encore complètement dans un mode survie. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre l'injonction de jouer le rôle de la composante irakienne de la résistance, militairement, mais aussi l'injonction d'exister et de survivre politiquement en Irak. Et ils sont encore dans la tentative de préserver ces 2 dimensions. Sachant que certains de ces groupes armés sont en conflit les uns contre les autres, comme vous l'avez rappelé, Adel Pakaouane. Alors une fois qu'on a établi ce contexte et cette myriade de groupes armés, qui pour certains roulent clairement pour la République islamique d'Iran, Marie-Charlotte Roupi, est-ce que l'Irak, puisque c'est le sujet de cette émission, est-ce que l'Irak peut résister, l'Irak dans son ensemble, au fait d'être aspiré par ce conflit et ce front ouvert il y a 18 jours par les États-Unis et Israël ? Ça dépend de ce qu'on entend par aspirer, parce que de toute façon, le pays maintenant est déjà impliqué et subit déjà les conséquences du conflit, puisqu'il se retrouve coincé entre l'Iran et cette opération américano-israélienne contre l'Iran. Et on voit bien que ça commence à impacter l'Irak de plus en plus, notamment les habitants. On a pu le voir dans le reportage au début de l'émission. La population commence à s'inquiéter. Et véritablement, on a même pu voir d'ailleurs les autorités commencer à diffuser des messages pour dire qu'il ne fallait pas laisser faire de spéculation autour des prix des différentes denrées de première nécessité, notamment dans le pays, parce que avec la pression qui monte, on s'inquiète justement de ce genre de choses du côté des habitants et du côté des autorités. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté d'impliquer l'Irak ouvertement. Et puis, parmi les personnes avec qui j'ai pu discuter depuis le début du conflit, il y a une partie de la population qui est en colère, notamment de cette opération américano-israélienne contre l'Iran, mais il y a une partie qui ne voit pas très bien pourquoi l'Irak s'investirait complètement dans ce conflit, même si ça peut être parfois des habitants chiites qui soutenaient l'ayatollah Ali Khamenei ou s'en sentaient proches, mais ils ne voient pas bien pourquoi l'Irak entier, le pays entier, devrait se laisser entraîner dans ce conflit. Et puis, il y a une crainte, et j'ai pu en parler récemment avec des habitants ici au Kurdistan, mais aussi à Bagdad, au tout début de la guerre, et le discours est assez similaire. Il y a une inquiétude, notamment de l'après, parce que l'Irak, évidemment, se souvient de ce qu'ont été les conséquences de l'invasion américaine du pays en 2003, et donc il y a une inquiétude vis-à-vis de la déstabilisation de l'Iran et ce que ça pourrait avoir sur le pays. Donc l'Irak ne veut pas se laisser aspirer et aussi d'une certaine façon ne pas se laisser diviser par ce conflit. C'est ce qu'on peut me dire des habitants, notamment à Bagdad, dès le début du conflit. Adel Pakaouane, Marie-Charlotte Roupi le rappelait à l'instant, et je le disais en introduction tout à l'heure, l'Irak ne connaît que trop le coût de la guerre et le prix de la guerre. On pourrait remonter à la guerre Iran-Irak début des années 80, invasion américaine bien sûr en 2003, comparaison n'est pas raison en histoire, mais ça a forgé une mémoire de la guerre dans ce pays. Pour compléter ce qu'a dit Marie-Charlotte Roupi à l'instant, la majorité des Irakiens aujourd'hui sont chiites. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous opposés à cette opération américano-israélienne. Écoutez, il y a 4 semaines, j'étais à Bassoura. Entre Bassoura et Bagdad, c'est la zone chiite. J'ai passé une semaine, une très longue semaine. Moi, ce qui m'a vraiment inquiété par rapport à l'Irak, il y a 4-5 jours, c'était la fatwa d'Ayatollah Sistani. C'est la plus haute autorité religieuse d'Irak. Pas seulement l'Irak, dans le monde chiite. Dans le monde chiite, c'est vraiment, en termes d'autorité religieuse,
il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus reconnu que même le guide suprême de la République islamique d'Iran. Donc partout, même en Iran, il a des adeptes un peu partout dans le monde, même en France. Et donc il a émis une fatwa en demandant à tous les chiites, pas seulement les Irakiens, tous les chiites dans le monde, notamment en Irak, de se mobiliser sans forcément s'armer, mais se mobiliser pour soutenir ce qu'il appelle, lui, dans sa fatwa, un nizam al-islami, c'est-à-dire le régime islamique en Iran, et déjouer le complot international et les traîtres de l'intérieur. Dans son narratif. Voilà, exactement. Ça, c'était sa fatwa. J'ai pensé qu'à Bassoura, à Najaf, à Karbala, à Bagdad, partout, on aura des millions et des millions dans la rue. Donc, je me disais, waouh, là, ça devient vraiment ingérable pour le gouvernement. Or, j'ai pas vu une seule manifestation de cette taille-là, des grandes manifestations. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, ça vous dit, votre question est tout à fait légitime. Même la base chiite, qui forme à peu près 60% de la population irakienne, là, on sait très bien, on a remarqué, autant que de données factuelles, il n'y a pas des grandes manifestations. Par exemple, lorsque Muqtada Sadr, il demandait à ses partisans de descendre dans la rue, on avait 1 million de chiites dans les rues. Là, la plus grande autorité religieuse demande des grandes manifestations, de mobilisation, mais les chiites ne descendent pas dans la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces chiites-là, ils veulent vivre. Ils veulent protéger leur pays, à ne pas glisser, parce que, comme vous l'avez dit, ils savent très bien le coût de la guerre. Ils ont déjà payé très très cher de 80 à 88 la guerre Iran-Irak, parce que c'était cette zone qui est devenue la terre brûlée. Saddam Hussein l'a brûlée, mais aussi les Iraniens. Et ensuite, la guerre du Koweït, cette zone était encore brûlée. Et après la guerre du Golfe, l'occupation d'Irak par les Américains. Les Américains, vous savez, ils sont passés du Koweït, du Bassoura, pour arriver à Bagdad. 150 000 soldats. Et donc, ils savent très bien ce que c'est la guerre. C'est pourquoi même cette base chiite-là ne souhaite absolument pas entrer dans cette guerre. Et je pense que le gouvernement irakien, malgré le fait que tous les jours il y a des opérations, mais ce ne sont pas des opérations immenses. C'est pas la guerre du Hezbollah contre Israël. C'est pas les missiles balistiques iraniens qui pleuvent, par exemple, sur les pays du Golfe. Non, c'est pas de ce degré ni de cette nature-là. Je pense personnellement que la situation est encore sous le contrôle, relativement sous le contrôle. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Une situation relativement sous contrôle. C'est une guerre à basse intensité, la même d'une certaine façon que l'Iran mène dans le Golfe. Alors, sous contrôle, oui, parce encore une fois, la plupart des acteurs ont des intérêts à préserver et ne sont pas dans une fuite en avant, ça c'est vrai. Alors, ce qui est frappant et dramatique pour l'Irak, c'est que ce qu'on voit depuis quelques jours se dessiner, ce sont d'abord une crise sécuritaire, comme on en parlait, mais aussi une crise politique. On n'en parle pas, mais il y a eu des élections en novembre dernier. On va tout à fait en parler. On en a parlé avec Adel Bakawan il n'y a pas longtemps sur ce plateau. Il y a eu des élections en novembre dernier et la coalition qu'on appelle le cadre de coordination chiite a nommé un Premier ministre, enfin a proposé le nom d'un Premier ministre. Nouri al-Maliki. Nouri al-Maliki, ancien Premier ministre en Irak, qui est considéré un peu d'ailleurs comme l'instigateur ou le parrain de la mobilisation populaire. Rejeté par les États-Unis précisément parce que trop pro-Iran. Un message de Donald Trump personnel a posé un veto américain à cette nomination et depuis, alors l'Irak est habitué à avoir des formations de gouvernement qui durent des mois et des mois, mais là, depuis 4 mois, il n'y a toujours pas de gouvernement. Donc, à nouveau, crise politique avec le Kurdistan irakien, mon collègue en parlera sans doute, et également crise économique. L'Irak est sans doute, et je parle sous le contrôle de Adel, le pays qui est susceptible le plus de souffrir de la fermeture du détroit d'Ormuz. Juste simplement pour aller dans le sens et aussi peut-être diverger un peu de ce que disait Adel à l'instant, mais c'est la beauté de cette émission de pouvoir effectivement discuter. Je suis absolument d'accord pour dire que l'Irak et la société irakienne a bien conscience d'être sortie de décennies de guerre. C'était assez fascinant de constater que l'Irak est un pays où la cause palestinienne a historiquement beaucoup mobilisé. Depuis 2 ans et demi, il y a eu des manifestations, mais pas davantage que cela. Et je pense que ça a joué notamment dans la décision des groupes armés de ne pas intervenir dans toute la première partie de la guerre. Et je pense que ces groupes-là étaient tout à fait, dans la perspective des élections de novembre dernier, étaient tout à fait conscients que la société irakienne punirait électoralement quiconque serait considéré comme responsable de faire de l'Irak à nouveau un terrain de guerre. Je me permets simplement peut-être de diverger sur l'analyse sur Ali Sistani, donc qui effectivement est l'ayatollah, l'autorité religieuse chiite, je
Je vous en prie. Oui, non, je donne juste un exemple pour les gens qui nous regardent, pour dire à quel point ce Ali al-Sistani est très important en Irak. C'est lui qui avait appelé en 2014 à la lutte contre le groupe État islamique. Et là, on en revient aux groupes armés en Irak qui ont mené cette lutte contre le groupe État islamique victorieuse, qui n'ont pas été démobilisés à l'issue de cette lutte. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. 10 juin 2014, la prise de Mossoul par ce qui était à l'époque encore l'État islamique en Irak et au Levant, qui menace d'avancer sur Bagdad, et dans une fatwa, un représentant de Sistani, donc une fatwa de Ali Sistani, appelle à la mobilisation armée des Irakiens pour appuyer les forces armées, non pas pour créer des milices, mais pour appuyer les forces armées, et ce qui a donné lieu à la mobilisation de dizaines de milliers de volontaires et à la formation de ce qu'on appelait la mobilisation populaire. Et donc 10 ans plus tard... Et 10 ans plus tard, effectivement, tout le monde guette la parole de Sistani en se demandant, va-t-il y avoir un similaire appel à la mobilisation? Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que la première intervention de Sistani ces dernières semaines a consisté à dénoncer ce qu'il appelait l'agression américano-israélienne, à formuler ce communiqué en des termes de droit international, qu'on aurait pu voir de la part d'organisations internationales par ailleurs. Et effectivement, il y a quelques jours, son bureau à Mashhad, donc une ville en Iran, a répondu à la question d'un manifestement d'un Iranien qui disait « Je voudrais aller manifester ma solidarité dans la rue, mes parents sont pas trop d'accord, ils ont peur pour moi, est-ce que je peux le faire ?» Et il a répondu, et ce genre de réponse a valeur de fatwa, a valeur de consignes juridiques, et il a répondu tout à fait, tu peux... Faut y aller. C'est même une obligation que de manifester sa solidarité dans les espaces publics, dans les mosquées, dans les rues, etc. Ce qui, à mon sens, est beaucoup moins similaire à 2014 et beaucoup plus une façon de s'exprimer, parce que de toute façon, il faut s'exprimer dans le contexte actuel, mais d'une façon qui, justement, ne permet pas d'être interprétée comme un appel à la mobilisation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'a pas harangué les foules, comme en 2014, Absolument. Contre le groupe État islamique. Est-ce que Marie-Charlotte Roupi, vous partagez cette analyse qui, pour le coup, est partagée sur le plateau, que ces groupes armés, donc irakiens, pro-iraniens, ne voient pas tous un intérêt, pour des raisons diverses, à s'engager plus loin encore et engager avec eux l'Irak dans le conflit? Oui, bien sûr. L'analyse des intérêts à défendre en Irak est même partagée ici par des observateurs irakiens. Il y a un intérêt aussi pour les Irakiens à rester dans un pays qui est relativement stable. On a vu à la veille des élections, on pouvait faire des reportages comme le développement économique du pays, un pays qui a été traversé par des décennies de guerre, qui lance des projets, qui attirent des entreprises, qui essaient de développer des projets de modernisation de ces infrastructures. Alors après, toute proportion gardée par rapport à l'ampleur des travaux qui sont nécessaires en Irak, mais on a pu voir des projets être menés sur être lancés sur des infrastructures pétrolières qui donc sont fondamentaux pour le pays. Donc il y a un intérêt aussi pour toutes les factions présentes en Irak d'avancer de soutenir, d'éviter en tout cas de plonger le pays intégralement dans le chaos. Mais il y a aussi le lien avec l'État iranien et donc c'est assez ce qui était expliqué en plateau, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre quand même à trouver dans le rôle à jouer auprès de l'allié iranien et quand même la volonté de maintenir un certain équilibre quand même dans le pays, parce qu'on a bien vu que l'Irak ces dernières années avait changé et tenté d'adopter aussi une position différente d'un point de vue régional, notamment avec les partenaires des pays du Golfe, des pays arabes autour, mais aussi à l'intérieur du pays même. On a bien vu qu'il y avait une volonté de lancer des projets de développement économique qui fonctionneraient dans l'intérêt des différents groupes irakiens.
Un mot, Adel Bakawan, sur ce qu'évoquait Robin Beaumont à l'instant, sur le contexte politique dans lequel cette guerre intervient. Phase compliquée depuis les élections de novembre 2025, et on en parlait vous et moi sur ce plateau à l'époque. Toujours pas de Premier ministre. C'est dans cet Irak-là, sur cet Irak-là que plane le spectre de ce conflit plus grand encore. Oui, mais là aussi, je suis désolé de relativiser. L'Irak a l'habitude. Vous avez le droit de relativiser. Je voulais dire, on n'est pas dans un contexte extraordinaire ou exceptionnel. La dernière fois où l'Irak a fait des élections en 2021, l'Irak a mis à peu près 1 an et quelques mois pour former un gouvernement. Autrement dit, et en 2010, c'était beaucoup plus long. En 2006, c'était encore plus long. Autrement dit, on n'est pas dans un contexte extraordinaire. Au contraire, on est dans la normalité. Hein. Mais par contre, en 2021, il n'y avait pas cette guerre régionale. Le Moyen-Orient, on n'était pas en décomposition totale. La République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique n'étaient pas en guerre frontale. Là, ça devient un peu compliqué, mais en même temps, il faut le dire, Mohammad Shia Al-Sudani, c'est un Premier ministre qui est accepté à la fois par les Iraniens et par les Américains et par les pays arabes, ce qui est une chance, par exemple, pour l'Irak. Imaginez s'il y avait Nouri Maliki à la tête de ce gouvernement qui est rejeté par les pays arabes, qui est rejeté par les États-Unis et accepté par les Américains. Le scénario aurait été différent. Ah oui, absolument. Donc, je voulais dire, le fait de ne pas avoir un nouveau Premier ministre et avoir toujours Soudani, c'est une chance. Et si vous me permettez, juste rapidement, 30 secondes, la fatwa de Sistani, j'avais un grand doute. J'étais sur un autre plateau en direct. Rapidement, j'ai demandé à notre chercheur à Najaf de contacter l'institution de la Marjaïa pour savoir si c'est vrai, c'est la fatwa de Ayatollah Sistani. Au bout de 5 minutes, le représentant de Ayatollah Sistani a répondu à notre chercheur pour dire oui, Ayatollah Sistani a émis cette fatwa-là, c'était sa signature, mais par contre, il n'est absolument pas là pour la mobilisation armée. Mais je me suis dit waouh. Donc, et après, lorsque j'ai remarqué le silence total des chiites, je me suis dit c'est très important. Voilà, vous êtes d'accord en tout cas pour constater qu'il n'y a pas une mobilisation générale suite à ces propos rapportés de l'ayatollah Al-Sistani. Je voudrais qu'on en vienne aux Kurdes. Marie-Charlotte Roupi, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes actuellement à Erbil, c'est au Kurdistan irakien. Alors les Kurdes, c'est une autre histoire compliquée qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants dans cette région du monde. Un peuple sans État réparti sur plusieurs pays, donc bien sûr l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie. La situation des Kurdes est différente en fonction des pays. En Irak, où vous vous trouvez, ils bénéficient d'une large autonomie. Ce n'est pas le cas en Iran, où les Kurdes iraniens sont opposés au régime de la République islamique. Quelques jours après le début de la guerre, Donald Trump avait dit être tout à fait favorable à une offensive des combattants kurdes iraniens avant de rétropédaler. Vous vous êtes rendu, Marie-Charlotte, c'est auprès de ces Kurdes iraniens qui, pour certains, sont installés en Irak depuis des décennies et qui rongent leurs freins littéralement. On va voir votre reportage et on en parle juste après. À une trentaine de kilomètres de la capitale du Kurdistan irakien, ce camp, partiellement détruit, appartient au Parti de la liberté du Kurdistan, le PAK. Parti d'opposition kurde iranien au régime de Téhéran, il a été pris pour cible par l'Iran dès les premiers jours de la guerre. 3 obus de mortier ont touché la maison et les habitations en face, qui sont toutes des logements de familles et de civils. Ce n'est pas une base militaire. Seule la zone dévastée du camp peut être filmée. Les combattants kurdes craignent une nouvelle attaque sur les infrastructures restantes. La précédente a fait 1 mort et 3 blessés. À Erbil, l'un d'entre eux qui gardait le camp soigne à présent ses blessures dans des lieux qui se veulent discrets. Ça vous fait mal? Non, j'ai juste du mal à respirer. Quand le missile nous a touchés, il a percé mon dos en 2 endroits. J'ai toujours beaucoup de douleurs et des difficultés à respirer. Face aux frappes iraniennes, les combattants kurdes et leurs familles se sont dispersés au Kurdistan irakien. Les responsables des partis d'opposition, eux, redoublent de prudence. Ils n'acceptent d'être filmés qu'en intérieur. Nous ne possédons pas d'armes efficaces pour faire face à ces attaques de drones et de missiles. Les forces Peshmerga iraniennes combattront contre les bases du régime, mais selon leurs capacités.
Le PAK et 5 autres partis kurdes iraniens ont formé une alliance fin février pour unifier leurs revendications face à Téhéran et rassembler leurs forces. Mais leurs actions sont limitées selon le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. Nous voulons un système fédéral pour que les Kurdes obtiennent leurs droits. Nous sommes prêts à combattre la République islamique d'Iran, mais aucune décision n'a encore été prise pour entrer dans le pays, car la région du Kurdistan et l'Irak ont un accord avec la République islamique d'Iran qui nous empêche de franchir la frontière. Un accord sécuritaire signé entre Bagdad et Téhéran prévoyait dès 2023 l'éloignement des groupes d'opposition kurdes iraniens de la frontière. Mais cette fois, l'Iran a prévenu, les infrastructures kurdes du Kurdistan irakien seront attaquées au passage du moindre combattant vers l'Iran. Voilà, avant de revenir sur la situation des Kurdes iraniens dans le sud de l'Irak, l'actualité qui va plus vite que nous décidément en ce moment, Adel Bakawan, on vient d'apprendre à l'instant que l'armée israélienne confirme avoir éliminé l'un des hommes forts de la République islamique, Ali Larijani. Un commentaire ? Depuis l'assassinat de l'ancien guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est l'information la plus importante. Parce que depuis l'élimination Ali Khamenei, il y a 3 personnes qui dirigent ce pays. Il y a un trio. Il y a Mujtaba, il y a Larijani et il y a Qalibaf. Qalibaf, c'est un général des gardiens de la révolution islamique qui dirige l'Assemblée nationale iranienne. Ali Larijani, c'est le chef de la sécurité nationale. Il avait la main lourde sur l'ensemble du pays, pas seulement sur le militaire, sur l'économie, sur la géopolitique, sur la négociation, tout, depuis l'assassinat de l'ancien guide et le nouveau guide qui est profondément blessé, c'est lui qui dirige le pays. C'est lui, si vous voulez, le président, le guide, le chef de sécurité. Donc c'est un coup énorme porté à la République islamique. C'est une clé, c'est un acteur, c'est le principe organisateur de la République depuis l'assassinat. En éliminant Ali Larijani, je suis persuadé qu'on entre dans une nouvelle phase. Un mot, Romain Beaumont ? Non. Pas de commentaire sur le décès, en tout cas la mort annoncée à l'instant par les autorités israéliennes d'Ali Larijani. On y reviendra bien sûr tout au long de cette matinée d'infos. On reprend le fil de la discussion qu'on avait à l'instant. Et donc Marie-Charlotte Roupi, sur ce reportage que vous avez tourné auprès de ces Kurdes iraniens installés en Irak, pour certains depuis des décennies. Comment est-ce qu'ils ont vécu le fait que l'administration américaine d'abord envisage le scénario d'une révolte qui pourrait permettre une déstabilisation peut-être existentielle pour la République islamique et puis finalement se ravise ? Quand on a évoqué évidemment avec eux au cours de la réalisation de ce reportage cette question, il y a eu plusieurs réponses. Il y a eu une première réponse qui est celle du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran qui explique que de toute façon la question d'une intervention pour l'instant est assujettie quand même à rassembler des alliés autour des Kurdes, qu'il n'a jamais été question de la part des Kurdes de se lancer tout seul. Mais il y a un peu de flou autour de cette question. On a pu entendre d'ailleurs sur l'antenne de France 24 hier, il me semble, un représentant de Comala, qui est un autre parti, qui lui expliquait de façon très stricte que de toute façon les Kurdes ne sont pas, je le cite, la main armée de qui que ce soit, mais plutôt ils ont leurs propres intérêts à défendre et ce conflit en cours peut être l'opportunité pour eux, mais plus que d'être, ils ne veulent pas être perçus comme la main armée d'une puissance plutôt qu'une autre. Et quand j'ai pu parler en revanche avec le représentant du PAK que l'on voit dans le reportage, lui soulignait que toute intervention kurde iranienne sur le sol iranien qui avait été évoquée, puis niée, puis voilà, les rumeurs étaient démenties, il y avait de toute façon une idée que si cela devait se produire, cela devrait se produire avec possiblement un soutien américain, notamment pour éviter des bombardements, donc créer une no-fly zone, comme il me l'expliquait. Mais toutes ces myriades de positionnements qui sont assez proches, mais pas exactement les mêmes, en fait, sont en cours de discussion. Ils se sont rassemblés autour de cette coalition, d'une coalition de 6 partis fin février. C'était une coalition qui était déjà
déjà en cours de formation pendant les 8 mois précédents, mais qui a été un peu précipité par le début de la guerre. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, en tout cas, lors de nos rencontres. Et ce qu'ils ont dit, c'est que toutes ces discussions étaient en cours, qu'il n'y avait pas de décision prise pour l'instant et qu'il faudrait voir l'évolution de la situation et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à rassembler possiblement d'autres minorités? Il y a eu un appel à se rassembler aux minorités d'Iran, à se rassembler contre le régime de Téhéran ce week-end. Donc il va falloir voir comment la situation évolue. On a entendu, on est revenu, Robin Beaumont, sur le volte-face. C'est pas le premier de l'administration Trump sur cette question. L'hypothèse d'une révolte armée kurde contre la République islamique, ou en tout cas le fait de miser sur ces minorités contre le régime des mollahs, c'est aussi une vieille stratégie israélienne. Oui, mais c'est intéressant de constater que les Américains ont au moins un temps considérer l'option eux-mêmes d'avoir leur propre proxy dans la région. Et je crois que les Kurdes ont la mémoire longue et ont le souvenir que les promesses américaines n'engagent que ceux qui les croient, en tout cas ces dernières années. Non, je pense que cette question, elle montre ce qu'on disait tout à l'heure, que en dépit de l'existence de logiques transnationales, etc., les acteurs politiques irakiens continuent à avoir et à se concentrer sur leurs intérêts politiques domestiques, internes. Alors la scène, on ne va pas entrer là-dedans non plus, mais la scène politique kurde irakienne, elle est très fragmentée. Mais aujourd'hui, je pense que les acteurs kurdes irakiens ont bien conscience qu'ils ont tout intérêt à préserver une bonne relation avec Bagdad, même si elle est pleine de tensions, même si elle est pleine de conflictualité, plutôt qu'à se risquer à soutenir des groupes dont le poids dans l'économie générale de l'opposition iranienne est en réalité assez faible. Adel Bakawan. Oui. Sur les Kurdes. Les Kurdes d'Irak ou d'Iran Je vous pose la question. Sachant que les Kurdes iraniens et les Kurdes irakiens ne sont pas nécessairement sur la même feuille de route. Écoutez, vous avez parlé dans votre introduction des Kurdes de Turquie, de Syrie, d'Irak et d'Iran. Il est vrai que le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, c'est plutôt le territoire d'influence du PKK de Turquie. Mais le Kurdistan iranien, c'est plutôt le territoire d'influence du GRK, c'est-à-dire le gouvernement régional du Kurdistan. Mais c'est vrai aussi, il y a un concept à éviter, c'est que les Kurdes ne sont pas des milices des États-Unis d'Amérique en Iran. Ils ont refusé catégoriquement cette terminologie de les considérer comme des proxys ou des milices. Les Américains, pour la première fois, depuis toujours, c'est la CIA qui traite avec les Kurdes d'Iran. Mais depuis quelques semaines, c'est la Maison-Blanche qui traite directement avec les Kurdes. C'est une évolution très, très importante. C'est l'envoyé spécial de Donald Trump qui traite directement avec les 5 groupes kurdes. Ces 5 groupes kurdes sont historiquement divisés. Rien réunissait ces 5 groupes. Mais c'est l'envoyé spécial de Donald Trump qui a mis la pression directe sur les 5 groupes pour se réunir dans une plateforme qui s'appelle le Front National du Kurdistan. Et donc, maintenant, ils ont proposé aux Américains un programme. J'ai eu connaissance de ce programme-là. Ils ont dit, sur la base de ce programme, on est tout à fait disposé à collaborer avec vous. Autrement dit, ils ont appris des Kurdes d'Irak, des Kurdes de la Syrie, à ne pas aller comme ça. Sans programme, sans... Et ce qui est le plus important dans ce programme, il demande des garanties rédigées, écrites et signées de la part de Donald Trump lui-même. Maintenant, on s'oriente vers deux scénarios très, très importants. Le premier scénario, c'est ce qu'on a fait pour les Kurdes d'Irak dans les années 90. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à Téhéran, on va au moins libérer, entre guillemets, libérer, ça dépend pour qui. Donc, libérer cette zone qui s'appelle Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan iranien, des passes d'Aran. Et là, on va réunir la totalité des organisations opposées au régime. On va les financer, les armer, les entraîner petit à petit sur une durée de 10 ans. Et le deuxième scénario, non, on va juste libérer ce Kurdistan-là et on verra après. On verra après. Mais à propos de voir après, on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on parle, vous l'avez évoqué rapidement, Robin Beaumont, précisément à savoir si l'Irak se fait aspirer ou est déjà aspiré par cette guerre, le coût économique de cette guerre qui pèse, vous le disiez, Robin Beaumont, peut-être sur l'Irak plus que pour chaque partie au conflit aujourd'hui. 5e plus grand exportateur de pétrole au monde. Peut-être là-dessus, Marie-Charlotte Roupi, l'Irak subit un manque à gagner, je lisais, estimé à 220 millions de dollars par jour à cause des perturbations autour du détroit d'Ormuz. Là, il y a une urgence pour l'État irakien.
Oui, bien sûr. On a vu ces derniers jours le gouvernement irakien essayer d'ouvrir de nouvelles routes ou essayer de multiplier les exportations. Ça a d'ailleurs créé des tensions depuis hier ou avant-hier, excusez-moi, avec le Kurdistan irakien parce que Bagdad a demandé à augmenter les exportations via les pipelines qui se rendent en Turquie et qui exportent le pétrole du nord irakien en rajoutant 200 000 barils en plus des 300 000 déjà exportés par jour. Mais le gouvernement du Kurdistan irakien demande des garanties et demande des compensations ou en tout cas négocier avec Bagdad en échange de cette augmentation, sachant que les exploitations pétrolières sont aussi au ralenti, voire à l'arrêt. Et on a pu avoir des annonces ce matin et hier soir du ministère du pétrole à Bagdad qui explique être en discussion avec l'Iran pour pouvoir permettre le passage de quelques pétroliers pour poursuivre quand même un peu les exportations de pétrole irakien. Et voilà les Kurdes acteurs majeurs de cette histoire. On le rappelait tout à l'heure pour conclure très rapidement, Robin Beaumont, en 2003, George Bush déjà, et comparaison n'est pas raison bien sûr, évoquait déjà une guerre chirurgicale, libératrice, décisive. Là non plus, les Américains n'avaient pas vraiment de plan pour l'après-guerre. On sait ce qu'a été la suite pour l'Irak à l'époque. Bis repetita. Oui, effectivement, comparaison n'est pas raison et on ne va pas dresser de parallèle, si ce n'est en termes de violation du droit international, etc. Ce qui est sûr, c'est que l'Irak aujourd'hui reste en dépit de la stabilité qu'on a pu observer ces dernières années, reste dans une situation de fragilité extrêmement précaire et pourrait, y compris pour rebondir sur ce qu'il vient de dire sur la situation économique, pourrait, pour le dire très rapidement, l'Irak, le PIB de l'Irak, les revenus de l'Irak, c'est 90% issus des hydrocarbures. Le seul point de passage, le principal point de passage, c'est le port de Bassora et l'exportation par le détroit d'Ormuz. Si cette guerre persiste, dans les prochaines semaines, le gouvernement irakien sera incapable de continuer à payer ses salaires et créer les conditions à nouveau d'une énième crise dans la région. C'est l'un des pays qui a le plus à perdre. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup Marie-Charlotte Roupi depuis Erbil, correspondance précieuse qui est la vôtre, Adel Bakawan. La décomposition du Moyen-Orient chez Talandier, Robin Beaumont. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. L'information à chaud, c'est sur France 24 et sur France24.com.